Tuta est un orphelin de 14 ans qui vit dans une version futuriste du Japon en l'an 2084. Ce monde était autrefois habité par des humains ordinaires et des personnes capables de faire de la magie, mais les détenteurs de magie restaient cachés aux yeux des mortels. Cependant, au cours de la dernière décennie, le monde a découvert la magie et ses détenteurs. Cela a entraîné de nombreuses nouvelles inventions, mais aussi de la discrimination. Tuta est loin d'être un garçon ordinaire. Cependant, il y a 2 ans, lorsque toute sa famille a été grièvement blessée, une fille l'a sauvé d'une mort certaine en le transformant en vampire à la demande de ses parents mourants. Cela fait 2 ans depuis cet incident, et maintenant il vit dans un village avec des gens comme lui. Lui et ses amis attendent, assis sur des branches d'arbres, pour trouver le moment opportun d'attaquer leur professeur, Yuki, qui est aussi le parent adoptif de Tuta. C'était un défi lancé par le chef du village. S'ils parvenaient à la battre ne serait-ce qu'une fois dans un combat, ils obtiendraient la permission de quitter le village et d'aller à la capitale. Néanmoins, Yuki déploie une barrière, bloquant leur attaque et les neutralise rapidement. Ce n'était pas nouveau, mais plutôt un événement récurrent qui se termine de la même manière à chaque fois. Plus tard, dans une salle de classe, les garçons reçoivent leur punition à l'arrière pendant que Yuki les gronde. Elle se concentre davantage sur Tuta, utilisant des astuces simples pour essayer de la vaincre. Ils devraient simplement abandonner ce pari et leur rêve d'aller à la capitale alors qu'il n'est même pas certain qu'y aller puisse améliorer leur avenir. Tuta proteste, affirmant qu'elle les a vaincus injustement en utilisant la magie. Ses amis se joignent à la protestation. Si elle cachait la capacité d'utiliser la magie depuis le début, alors elle a toujours eu un avantage injuste sur eux. Il semble que cette scène soit une routine récurrente, car le reste des élèves de la classe prend le signal et réorganise leur bureau de manière ordonnée, ouvrant un large passage. Yuki, agacé, s'approche des garçons et les expulse, triplant leur punition habituelle. Plus tard, dans le bureau du personnel, Tachibana, un autre enseignant de la même école, parle à Yuki de ce qui s'est passé ce matin-là. Il partage son opinion sur la question, se demandant si elle n'était pas trop stricte. Yuki est peut-être le parent adoptif de Tuta, mais Tachibana pense qu'il vaudrait mieux être plus indulgent avec eux, puisqu'ils sont, après tout, en adolescence, aiment rêver, et devraient être autorisés à vivre différentes expériences. Au même moment, ailleurs, Tuta et ses amis discutent de ce qui s'est passé plus tôt. Yuki devait utiliser de la magie, car les véritables utilisateurs de magie sont rares, et eux, ainsi que la magie elle-même, sont connus pour exister en public depuis un peu plus d'une décennie. Il existe également des dispositifs qui permettent aux gens ordinaires d'utiliser la magie appelée applications magiques. Les applications magiques ont été développées à peu près au même moment où le monde a découvert la magie au début des années 2070 et permettent à quiconque, même aux personnes avec peu ou pas d'expérience, d'utiliser des sorts magiques préprogrammés. Bien qu'elles soient coûteuses, elles sont encore assez courantes et surtout dans la capitale, elles sont presque omniprésentes. Ses amis rêvent de mettre la main sur une application magique qui leur donnerait un avantage sur Yuki, mais Tuta veut toujours le faire à l'ancienne. Son objectif est de quitter ce village et d'aller en ville pour grimper la tour que l'on voit à l'horizon s'étendant vers le ciel, l'ascenseur orbital Yamanomashira au centre de New Tokyo. Ils prennent la résolution de réaliser un jour le rêve de grimper la tour. Tuta prend congé avant que ses amis ne forment un nouveau plan pour la journée. C'est le jour où il devait rendre hommage à ses parents décédés à l'anniversaire de leur disparition. Il est révélé que ses parents biologiques sont décédés il y a environ 2 ans, et il souffre également de problèmes de mémoire à cause du même accident qui a coûté leur vie. Tuta ne peut pas se souvenir de leur visage ni du temps passé ensemble. Yuki se trouvait à cet endroit et c'est elle qui l'a sorti de l'épave de la voiture et l'a pris sous son aile. Depuis lors, elle a pris le rôle de parent, et il ressemble à n'importe quelle autre famille naturelle. Tuta lui est reconnaissant et l'apprécie beaucoup, et il la tient en haute estime. Il se lève, dit au revoir aux tombes, et une vision mystérieuse d'une personne apparaît devant lui. C'est à la fois Maggie et Maggie Springfield, mais Tuta n'a aucun souvenir ni moyen de le savoir. La seule chose qu'il comprend, c'est l'appel de Maggie, lui disant qu'il l'attend en haut de la tour à l'horizon. Il n'y a aucune raison pour cela, mais comme toujours, la vision s'arrête. Après une longue journée, c'est presque l'heure du dîner, et dans les quartiers d'habitation du bâtiment de l'école, qui était à l'origine destiné à quelques membres du personnel, Tuta vient de finir de cuisiner. Il s'assoit et dîne avec Yuki. Elle loue sa cuisine, disant qu'elle s'est seulement améliorée avec le temps. Yuki n'est pas une bonne cuisinière, donc c'est Tuta qui les sauve tous les deux d'un plat horriblement épicé, salé ou trop cuit chaque jour. Les bavardages se tournent vers Tuta, lui demandant des leçons de magie. Elle refuse, évitant la question ou donnant des réponses vagues. Cela ne pouvait pas entamer son moral, car la première chose qu'il fait après le dîner est de s'entraîner à manier l'épée. Le lendemain matin commence paisiblement et de manière familière, comme n'importe quel autre. Un autre jour où Tuta et ses amis essaient de surpasser Yuki seulement pour perdre lamentablement et être punis. Ils sont certains que la raison doit être qu'elle utilise la magie. Alors qu'ils réfléchissent à des moyens de la vaincre tout en subissant leur punition, une voix leur propose soudainement de l'aide.
Tachibana leur dit qu'il peut leur enseigner la magie pour les aider à atteindre leurs objectifs. Il leur remet à chacun une application magique et leur dit de garder cela secret pour Yuki en invoquant une différence d'opinion et de méthode d'enseignement. Tachibana dit qu'il croit que les garçons ont été forcés de se retenir assez longtemps et qu'ils devraient être laissés vivre plus librement. Après tout, leur jeunesse vient de commencer. Tutaka Kuno, pendant ce temps, n'arrive pas à utiliser l'application magique. Tachibana le remarque et lui parle de son inaptitude pour la magie. C'est un phénomène rare, mais il y a ceux dont la condition physique n'est pas compatible avec les applications magiques. Pour ne pas perdre espoir, il remet à Tuta un bracelet comme un autre outil qui pourrait faire le travail. Cela le plonge dans une longue contemplation qui dure jusqu'à la nuit. Il réfléchit à des moyens d'offrir ce bracelet à Yuki car il ne lui a jamais rien offert et ne sait pas comment elle réagirait. Soudain, le visage de Yuki apparaît dans celui de Tuta. Yuki sort de la douche et remarque que Tuta marmonne quelque chose pour lui-même depuis un moment. Curieuse, elle rapproche son visage, lui demandant la raison. Ses yeux tombent sur le bracelet et elle s'enquiert à son sujet. Tuta est troublée et lâche que c'est un cadeau pour elle. Il sort précipitamment de la pièce, rougissant après avoir fait cette déclaration. C'est une première pour lui à bien des égards. Il n'a jamais offert de cadeau sincère à quelqu'un et voici une belle femme plus âgée. En même temps, Yukihame est quelqu'un pour qui il a beaucoup d'affection et il ne veut pas la décevoir avec un cadeau, souhaitant qu'elle le jette si elle ne l'aime pas, plutôt que de se sentir mal à l'aise. Yukihime accepte bien sûr le cadeau et le porte. Même en sortant d'un magasin de proximité l'après-midi suivant, elle regarde le bracelet distraitement et sourit. Ce moment de distraction est interrompu lorsque deux cercles magiques se forment et s'enfoncent derrière elle. Juste au moment où deux garçons parmi les amis de Tuda sortent du portail du sort de téléportation et activent un sort de liaison depuis leurs applications magiques. Il semble que cela ait été planifié à l'avance pour qu'ils essaient de tendre une embuscade à Yukihime cet après-midi après l'école, car Tuda est encore en train de courir vers l'endroit espérant arriver à temps. Pendant ce temps, Yukihime, bien que surprise qu'ils aient réussi à se procurer une application magique, est également ravie qu'ils aient effectivement réussi à entraver ses mouvements, rendant l'embuscade réussie. Les garçons, eux aussi, sont excités et sont sur le point de terminer cette embuscade, mais Tachibana intervient en applaudissant. Il entre dans le groupe semblant les féliciter, mais dans un retournement de situation, il les assomme tous les quatre. Le récent pressentiment inquiétant de Yukihime est confirmé lorsque Tachibana révèle qu'il se fait passer pour un enseignant depuis 6 mois pour confirmer son identité et la prime sur sa tête. Il lance un sort d'attaque sur elle, qu'elle n'a pas pu bloquer par magie. Le bracelet, qui venait à l'origine de Tachibana, scelle sa magie, provoquant la pénétration des pointes dans une Yukihame liée par des lianes. Il fait la déclaration traditionnelle du méchant et utilise un dernier mouvement pour sécuriser sa cible de prime. Mais Tuda, qui vient de sauter pour défendre Yukihime et dévier l'épée de Tachibana, l'interrompt. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Tachibana se téléporte à son flanc et lui tranche tout le bras, disant que l'histoire de Tuda Kanu se termine avec lui étant le brave mais parfait imbécile exploité par un méchant. Tachibana prend une posture avec son épée pour l'achever en disant cela, mais sa lame tranche le bras de Yukihime et non le cou de Tuda. En tant que mentor comme toujours, elle loue son courage, le coup dans l'embuscade de son ami. Elle lui dit qu'elle était heureuse de recevoir son tout premier cadeau de Tuda. Tachibana se moque du couple et s'apprête à attaquer les sentiments quand il ne comprend pas comment elle a réussi à se déplacer pour défendre Tuda malgré le sort de lierre qui l'immobilisait. Il ne perd pas de temps pour profiter pleinement de cette opportunité et frappe Yukihime, tranchant son abdomen d'un coup net, sectionnant ses membres et enfin séparant sa tête du reste du corps. Cette vision viscérale cause à Tuda une immense agonie. La personne qui s'occupait de lui et dont il se souciait, inanimé sur le sol après avoir été brutalisé. Une lame transperce sa poitrine par derrière, étouffant son cri. Tachibana a maintenant réduit au silence tous les témoins sauf les 4 garçons, et il commence à marcher dans leur direction, avec les derniers moments de Tuda s'évanouissant devant ses yeux, tandis que le reste de son corps hurle de douleur, il se demande si c'est la fin. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est céder à l'engourdissement. Ses regrets n'atteindraient à personne. Vas-tu vraiment abandonner? Cette voix familière perce ses jours. Il ouvre les yeux pour voir la tête de Yukihime devant lui, le regardant. Elle sourit malgré tout. Elle le presse d'écouter car il ne reste pas beaucoup de temps avant que Tachibana ne tue tout le monde ici et seul Tuda peut faire quelque chose contre cela. Elle souligne le fait qu'il était encore en vie malgré la perte d'un bras, entraînant une hémorragie extrême et la perforation de sa poitrine. Les humains normaux ne pouvaient pas faire cela. Yukihime lui révèle qu'il y a 2 ans, elle a transformé Tuda en immortel. À cet instant précis, il avait 2 choix. Soit céder à la tranquillité et retourner sur Terre en tant qu'humain, soit renaître en tant qu'immortel, en tant que nouvel être. Ces 2 choix ne sont pas à prendre à la légère, l'un étant de laisser tout se terminer avec des regrets et de laisser mourir tout le monde ici, ou d'aller à l'encontre des désirs immédiats dans sa tête et son cœur et de se relever, mais plus en tant qu'humain. Il vivrait à nouveau et sauverait ses amis, mais plus en tant qu'être humain, mais en tant que monstre immortel et solitaire.
S'il devait choisir la dernière option, il doit boire le sang de Yukihime maintenant volontairement. Yukihime, d'une voix significativement affaiblie, dit à Tuda combien elle a aimé les 2 dernières années passées avec lui en tant qu'humaine et ferme les yeux. Tuda prend sa décision, douloureux, mais ses objectifs sont plus clairs que jamais. Pour régler les derniers détails, Tachibana s'apprête à tuer les 4 amis de Tuda, fermant ainsi la liste des témoins de son assassinat. Un bras coupé et lancé interrompt le discours du méchant de l'anime. Tuda a une lame dans sa main droite restante et le charge, échangeant un coup puissant. Tachibana le repousse et active un sort d'incinération, détruisant aussi le bras restant de Tuda. Il n'est cependant pas capable de terminer son rire maniaque car Tuda se relève et régénère instantanément ses 2 bras. Rassemblant toutes ses forces, Tuda fonce sur Tachibana et frappe son abdomen, le projetant loin en arrière contre une voiture, la détruisant même avec la force. Tuda a épuisé toute son énergie et tombe au sol. Juste un instant, il ouvrit les yeux et aperçut une fille aux cheveux blonds le regardant, puis referma les yeux. Tuda a retrouvé un peu d'énergie et s'est rétabli, et il ouvre les yeux pour rencontrer Yukihime alors qu'il repose sur ses genoux. Il est confus, se demandant comment ils sont encore en vie. Elle lui rappelle les conséquences d'être immortel et s'excuse pour l'égoïsme qui l'a rendu ainsi. Elle avoue à Tuda, révélant son vrai nom, Evangeline Aka McDowell, une vampire qui a vécu pendant 700 ans, que ses parents ne sont pas morts dans un accident il y a 2 ans. Ils ont également été assassinés et leur dernier souhait était qu'Evangeline, celle qui les a trouvés, sauve leur enfant. Elle a exaucé ce souhait et a maudit Tuda avec l'immortalité pour le sauver. Tuda n'est pas déprimé, il est fasciné par le fait qu'il vivra pour toujours. Evangeline dit le contraire, cette malédiction de longévité l'a déjà affecté et ce n'est pas une raison de se réjouir. Pourtant, Tuda la soulage en disant que ce ne serait pas si mal puisque, premièrement, Evangeline est toujours en vie et qu'elle le sera pour toujours aussi. La seule famille que Tuda a et la personne la plus proche de lui resteront avec lui. Même si ce n'est pas pour toujours, il serait heureux d'être avec Evangeline au moins. Ses amis semblaient également s'être rétablis et les services d'urgence ont pris en charge le reste des choses là-bas. Le lendemain matin, après avoir dit leurs adieux, Tuda avec Yukihime est le premier à quitter le village. Puisque la localisation de Yukihime n'est plus sécurisée, il y aura plus de chasseurs de primes à ses trousses. Il valait mieux partir quand les choses étaient calmes pour ne pas apporter plus de problèmes au village ou à eux-mêmes. Il se dirige vers la capitale de Mutokyo, vers la tour qui perce le ciel à l'horizon. Evangeline demande à Tuta pourquoi il veut tant grimper l'ascenseur orbital. Il décide, pour le moment, de garder pour lui les visions qu'il a eues de quelqu'un l'appelant au sommet de la tour, disant que la raison est quelque chose d'aussi trivial que la curiosité pour ce qui pourrait être incroyable au sommet de la tour. Alors que les deux poursuivent leur voyage, Tuta semble être émerveillé par les choses qui nous paraissent les plus banales. La taille de la autoroute semble incroyable pour quelqu'un qui a perdu la mémoire de tout avant 2 ans et a vécu à la campagne depuis, mais il est étrange d'avoir une route aussi large et pourtant personne ne l'utilise réellement. Evangeline explique que c'est un phénomène courant dans le monde entier, car la population humaine a beaucoup diminué, et pas seulement quelque chose d'exclusif au Japon. Tuta se plaint que peu importe combien il continue de marcher, la distance jusqu'à la ville ne semble jamais diminuer. En demandant pourquoi ils n'utilisent pas les transports en commun mais marchent à la place, Evangeline répond qu'il révélerait leur position et encouragerait plus de chasseurs de primes à les poursuivre. Il est encore assez excité. Il voit le voyage vers un nouvel endroit inconnu comme une nouvelle opportunité de se faire de nouveaux amis. Incertain de savoir s'il s'agit simplement de naïveté qu'il montre à Evangeline ou d'une tentative de se distraire de l'anxiété, il garde une ambiance légère. Le duo s'arrête pour faire une pause dans un magasin abandonné près d'un pont et d'un ruisseau. S'il était un chien, il remuerait la queue rapidement en regardant le nouveau monde et les nombreuses choses fascinantes autour. Evangeline lui rappelle qu'il est immortel maintenant et de garder cette affirmation à l'esprit et de ne jamais l'oublier. Il doit mener sa vie différemment avec des perspectives différentes de celles qu'il avait auparavant. Il conservera à jamais son apparence actuelle de 14 ans et cela rend beaucoup plus compliqué de nouer des liens avec les autres. Tuta dit qu'il va aller prendre un bain dans la rivière voisine et s'enfuit en courant. Tuta enlève tous ses vêtements et saute dans la rivière claire. En regardant le ciel, flottant sur l'eau, la conversation précédente semble avoir laissé une marque dans son esprit. Bien qu'il soit agacé par le besoin d'Evangeline d'être déprimante avec ses discours déprimants, il réfléchit encore aux implications. Ses amis grandiront tous normalement, tandis qu'il restera à jamais dans cet état de ses 14 ans. Ses pensées sont cependant interrompues. À son insu, une autre fille se baignait dans la rivière et dès qu'il s'en rend compte, ils sortent tous les deux de la rivière, mettent leurs vêtements et retournent au magasin abandonné. Tuta rit de la situation, mentionnant qu'il a naturellement supposé qu'il était une fille en voyant son joli visage. Ils se présentent l'un à l'autre et nous découvrons qu'il s'appelle Kurumaru Tokisaka et qu'il est venu de quelque part en haut de l'ascenseur orbital. Cela excite encore plus Tuta puisqu'il vient de rencontrer quelqu'un du même endroit où il souhaite aller.
Kurumaru raconte à Tuta un peu plus sur sa famille après avoir été interrogé, mentionnant également qu'il est en quelque sorte en exil. On lui a dit de trouver et de mettre fin à la vie d'une certaine Elle et de ne jamais revenir tant qu'il n'aura pas accompli cette mission. Un vampire avec le titre Dark Angel, un être de 700 ans avec l'apparence d'une jeune fille, mais le déguisement d'une femme plus âgée. Cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Tuta écoute tranquillement. Kurumaru remarque qu'il ne montre aucun reflet sur le verre, ce qui suscite des soupçons. À ce moment-là, Tuta l'informe de l'entrée d'Evangeline. Elle est sortie chercher un endroit pour prendre des boissons. Kurumaru la reconnaît, rassemblant tous les indices et utilise immédiatement son épée pour la frapper. Evangeline attrape la lame avec ses doigts comme si c'était un jeu d'enfant, mais reconnaît le type d'escrime. Shimiryu, un art de type Kenjutsu pratiqué par des épéistes légendaires du même nom des montagnes de Kyoto, qui utilisent des épées en bois blanc et un usage intensif du ki dans leurs attaques. Lorsqu'il est interrogé par Tuta sur l'attaque soudaine, il révèle qu'il vient d'un clan de chasseurs d'immortels et confronte Tuta pour être également un vampire. Il rassemble son énergie ki et lance une autre attaque contre Evangeline. Encore une fois, cela échoue, car cette fois, elle perce sa poitrine avec sa paume. Un Tuta affolé craint qu'elle n'ait tué quelqu'un qu'ils ont rencontré il y a peu, mais elle lui dit de se calmer et d'observer. La cavité sur la poitrine de Kurumaru commence à se remplir lentement jusqu'à disparaître. Il a complètement récupéré physiquement. Evangeline souligne cette ironie, un chasseur d'immortels qui est lui-même immortel. Mais Kurumaru ne semble pas se réveiller après les appels de Tuta. Prenant un moment pour reprendre ses esprits, il se souvient de sa mission et prend à nouveau position contre Evangeline. Elle déclare qu'il a déjà perdu une fois et qu'il n'y a aucun intérêt à répéter un autre combat. Elle propose une condition au chasseur acharné, réussir à vaincre son élève, Tuta, d'abord pour avoir une chance de l'affronter. Il accepte et commence immédiatement à se battre avec lui. Enfin, plus pour le convaincre de le faire d'abord. Tuta accepte à condition que le gagnant puisse demander quelque chose à l'autre et qu'ils aient tous les deux une épée. Serait sinon à la fois inutile et injuste. Il lui tend une autre épée et commence le duel, pour se faire donner un coup de pied au visage dès le départ. Un combat intense s'ensuit avec des échanges de coups puissants. Kurumaru utilise son escrime raffiné, tandis que Tuta, même s'il n'est pas subtil, montre son incroyable sens du combat et son intuition, sans parler du fait qu'après avoir reçu n'importe quel coup lourd, il reste impassible et guérit rapidement. Décidant de mettre rapidement fin au duel, Kurumaru vise le coup de Tuta et le tranche net. Sachant comment fonctionnent les vampires, il leur faut beaucoup plus de temps pour se rétablir si leur tête est tranchée. Mais à sa surprise, Tuta se rétablit instantanément, remet sa tête en place et guérit, et utilise cette surprise pour projeter Kurumaru au sol, le démolissant au passage. Cela s'est terminé de manière assez horrible, et il a fallu un court moment avant que Kurumaru ne soit de nouveau sur ses pieds, impressionnant les autres au passage. Le duel était terminé et il était temps d'honorer le contrat. Tuta demande à Kurumaru d'être son ami. Ainsi, il s'est fait son premier ami après avoir quitté le village, la première étape de la résolution qu'il avait prise au début du voyage. À son grand désarroi, Evangeline dit qu'elle n'a plus envie de se battre contre lui après qu'il ait perdu contre elle et son disciple et ait été forcé de signer un contrat de meilleur ami avec Tuta. Le groupe a ensuite atteint une ville thermale. Même s'il est mal à l'aise avec l'idée qu'il y aurait quelqu'un d'autre, Kurumaru entre dans le bain des hommes, voyant que l'endroit est assez vide. Tuta, qui remet en question son genre, se moque toujours de lui. Tuta demande alors à Kurumaru des informations sur son clan, n'aimant pas le fait que ce dernier soit forcé d'être en exil et ne soit pas autorisé à revenir. Cela semble trop strict et injuste. Ce dernier révèle qu'il y a plus que cela. Cela pourrait même être un stratagème pour l'écarter, puisqu'il était de toute façon ostracisé pour être immortel. Tuta propose qu'il peut simplement les accompagner maintenant qu'il n'a nulle part où aller après avoir échoué dans sa mission de tuer Evangeline A. Q. McDowell. Il hésite, tend lentement la main pour une poignée de main, mais la frappe à la place car l'hésitation prend le dessus. Il réprimande Tuta pour être trop décontracté envers lui. Ils ne peuvent pas être amis aussi facilement après tout. Continuant sur la route, Kurumaru pense qu'il a peut-être trouvé un endroit où il peut appartenir alors qu'il est appelé en avant par Tuta. Il exprime sa gratitude à Yukihime de l'avoir pris comme élève et le groupe se met en route vers la capitale. Bien que pas plus rapide depuis qu'il marche, des pensées oisives ont amené Tuta à se demander s'il existait d'autres immortels comme eux, puisqu'ils ont rencontré Kurumaru seulement 5 jours après avoir quitté le village. Il pourrait être plus commun qu'il ne le pensait et il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Yukihime semble être d'accord qu'il existe beaucoup plus d'immortels qui ne vieillissent ni ne meurent. Tuta fantasme sur la formation d'une équipe s'il rencontre d'autres immortels, comme les équipes de super-héros dont il lit dans les histoires. Un groupe qui s'efforce de faire le bien et dont les membres sont forts et exceptionnels avec les pouvoirs qu'ils possèdent. Il propose cette idée aux autres, ce qui fait éclater de rire Yukihime. Bien que cela ne soit pas risible en soi, cela la fait se remémorer le passé quand quelqu'un a dit quelque chose de similaire. Elle continue, cela pourrait être parce qu'elle avait beaucoup de temps, mais elle, avec une autre personne, a formé une organisation.
Cette discussion est interrompue par le bruit des klaxons de voitures. Sur la route devant eux, il y a un grand convoi de voitures se dirigeant dans leur direction. Une des voitures accélère, se détache de la formation et se place devant les trois, puis s'arrête. Un homme habillé élégamment en tenue formelle et une fille en uniforme d'académie en sortent. Et salue Yuki, en l'appelant Madame et Dame. La fille s'incline ensuite devant Yuki, alors que le reste du convoi arrive ici, avec plus de personnes en costume qui descendent en son honneur. La fille en uniforme déduit « Tu dois être le garçon dont Yuki s'était occupé pendant les 2 dernières années, loin d'eux et en isolement dans un petit village, et prend position contre lui. » Yuki dit à la fille, Karin Yuki, de ne pas entrer en conflit avec lui, un autre immortel, car cela serait simplement gênant et prendrait trop de temps. Elle dépose son arme de mêlée. Yuki profite de ce moment pour informer Tuda de toutes les personnes rassemblées ici, poursuivant la conversation précédente. Elle avait déjà formé une organisation composée d'immortels, comme celui dont Tuda parlait, la famille immortelle UQ Holder. Après avoir été transporté en limousine, le groupe a continué le reste du chemin en bateau. La tour est plus proche qu'avant à l'horizon, et cela rend Tuda assez excité. Entre-temps, il entend plus parler des UQ Holder et de la façon dont cela servait de lieu pour les personnes n'ayant pas de place normale dans la société. Karin Yuki, numéro 4 de l'escouade immortelle de UQ Holders, est très dévouée à Yuki et nourrit encore des sentiments contre Tuda et le traitement spécial qu'il reçoit de Yuki elle-même. Yuki essaie de l'inciter à calmer ses sentiments, l'informant également des pouvoirs qu'elle possède et de la nécessité de travailler ensemble à l'avenir. En arrivant, les informe que la base de UQ Holder, Fairyland Hall, est située à environ 10 km au large de la côte de New Tokyo. Tuda a l'impression que la soi-disant base secrète ressemble plus à une station thermale et apprend que l'endroit fonctionne aussi comme des sources chaudes. Yuki, pendant ce temps, annonce son retour avec désinvolture et reçoit un accueil chaleureux. Un peu trop chaleureux, en fait. Tout le monde sur l'île n'est pas un vampire immortel. Jengoro Makabe arrive avec Iku Emiya et Karin Yuki à sa suite et parle derrière Tuda et Kurumaru. Il dissipe davantage le doute en donnant quelques exemples des différentes sortes d'immortels qui existent, des êtres ressemblant à des bêtes, des êtres magiques, ceux qui ont atteint l'immortalité par l'alchimie ou en numérisant leur conscience, ou même des êtres semblables à des personnages de jeux vidéo qui ont accumulé un certain nombre de vies et bien d'autres encore. Et c'est une information fascinante et soudaine pour les deux. Gengoro se présente correctement comme UQ Holder numéro 16 et Iku se présente comme numéro 10. Ils avaient entendu parler de l'histoire de Tuda et ont essayé de confirmer s'ils voulaient les rejoindre. Ensuite, ils expliquent à Tuda et Kurumaru le test qu'ils devraient réussir pour rejoindre les UQ Holders. La procédure habituelle impliquait que les nouveaux tuent quelques-uns des monstres magiques gardés scellés dans le sous-sol en dessous d'eux. Mais dans leur cas, les choses se passent un peu différemment, car Yuki a fixé un examen différent, un duel en tête-à-tête avec un numéro de haut rang, un seul coup réussi, comptant comme une victoire pour les deux nouveaux venus. Tuda a l'impression que le test est encore trop simple, mais Kurumaru, le plus expérimenté des deux en combat, est prudent, pensant qu'il y a plus derrière les numéros qu'il n'y paraît. Bien sûr, il ne serait pas complètement transparent sur leurs forces. Ainsi, les pairs étaient assignés. Genmaru contre Kurumaru et Iku contre No. Karin s'avança avec l'intention d'être jumelée avec Tuda. Elle voulait tester à fond celui dont Yuki s'était personnellement occupé pendant 2 ans. Iku est d'accord, et Tuda est jumelé avec Karin, et le test commence immédiatement. Tuda ne perd pas de temps et lance une attaque surprise, pensant qu'il sera facile à battre. Sur son flanc gauche, le marteau de Karin s'écrase sur sa tête, enfonçant son corps dans le sol. Kurumaru est assez perplexe face à ce comportement, avec Tuda qui essaie sans vergogne de porter un coup surprise à une femme malgré tout. Il rétorque en disant que Yuki lui a appris à ne pas faire de discrimination entre les genres lorsqu'il affronte un adversaire. Kurumaru réagit en disant « réagit encore plus lamentablement d'avoir perdu instantanément ». Il demande alors calmement un duel avec Genmaru, prenant une position avec son épée. Il s'avance pour frapper, mais il est clairement évident qu'il est bien au-dessus de ses capacités. Les présentations et les duels sont terminés, et Tuda et Kurumaru font une pause ailleurs. Ils semblent avoir guéri physiquement, bien sûr, mais tous les deux sont très déçus des résultats des matchs précédents. Dans le cas de Tuda, il a très mal évalué la différence de puissance. Il pensait savoir que Yuki était forte, mais contre quelqu'un qui était censé être plus faible qu'elle si l'on se fiait aux chiffres. Karin retournait toutes ses attaques et le battait de manière constante et rapide. Il est certain qu'à ce moment, avec ce niveau de force et de technique, il est tout simplement impossible de battre Karin dans un combat équitable, à moins de réussir une attaque surprise très attendue et basse, par exemple lorsqu'elle se baigne. Kurumaru, en revanche, était presque dans une performance de danse à l'épée avec son partenaire. Genmaru évitait chaque coup étrange comme s'il savait quel serait le prochain coup, sa cible et son angle, et il le faisait sans magie aussi.
Il y avait une différence de puissance et d'expérience dans l'état actuel des choses. À peu près à ce moment-là, une autre fille, à peu près de leur âge, traversait la pelouse du jardin avec 3 grands sacs quand elle a trébuché et est tombée devant eux. Les 2 garçons vont l'aider à se relever et à porter ces sacs lourds et volumineux. Ils les transportent ensemble jusqu'à l'incinérateur et les y mettent, fermant le couvercle. Se présentant brièvement, Tuda explique qu'ils ne sont pas des clients du Fairyland Hall. En fait, ils sont là pour s'inscrire aux UQ Holders. La fille lui explique aussi qu'elle n'est pas une UQ Holder, mais juste une employée à l'auberge. Et en tant qu'humaine normale, elle pourrait bien être la seule sur l'île. Une exception a été faite pour cet humain, qui ne peut pas non plus utiliser la magie, afin de travailler ici comme femme de chambre après un trop grand nombre d'incidents dans le passé de la fille. Elle vivait aussi à la campagne comme Tuda, mais a décidé de déménager en ville de son propre gré et s'est retrouvée à vivre et travailler ici. Ce passé commun aide Tuda à se lier d'amitié avec Shinobu Yuki. Il propose de l'aider à nouveau si elle est coincée avec un travail manuel nécessitant beaucoup de force physique et est naturellement refusée. Mais il insiste, disant que c'était seulement pour aider et aussi pour s'assurer que Tuda puisse continuer à bouger et ne devienne pas un fainéant. Tuda continuera à travailler pour réussir le test, bien sûr, cela reste une priorité, mais en même temps, il veut qu'il prête attention à d'autres choses aussi, sans se concentrer sur le même sujet tout le temps. Il demande à Shinobu quelle est la prochaine tâche. Elle répond que la prochaine tâche sur sa liste est de déplacer des plats vers le hangar de stockage, un peu loin d'où il se trouve. Yuki est dans son bureau, se remémorant le passé, il y a presque 70 ans, lorsque son ami proche, Negi Springfield, a passé un test similaire à celui de son petit-fils, Tuda. À l'époque, tous ses élèves sont venus l'encourager, car lui aussi devait réussir à porter un seul coup à quelqu'un pour réussir l'examen. Pendant ce temps, Tuta et Kurumaru ont entrepris la tâche suivante tout en aidant Shinobu et marchent avec des piles de boîtes, essayant de trouver ce hangar de stockage. Tuta entend un murmure étrange dans sa tête, l'appelant dans une certaine direction. Un hangar attire son attention au loin. Il décide que cela doit être le hangar de stockage, car il ressemble le plus à la description qu'ils ont reçue. La porte s'ouvre pour révéler un escalier en colimaçon sombre qui descend profondément sous terre. Cet endroit n'est certainement pas comme un hangar de stockage que Kurumaru a jamais vu de sa vie, et il fait part de ses doutes à Tuta. Ce dernier le rassure, même si c'est le mauvais endroit, ils sont déjà un peu enfoncés et il vaudrait peut-être mieux continuer à descendre. Ils ont toujours la possibilité de revenir en arrière si c'était le mauvais endroit. Ils descendent toute la spirale et entrent dans une grande caverne souterraine. Soit c'est le dépôt le plus étrange et grandiose du monde, soit un endroit complètement différent où ils n'auraient pas dû entrer à ce moment-là. Il y a aussi quelques structures souterraines là-bas et poussés par la curiosité, ils décident d'aller à cet endroit. Sur un étage de type toit ouvert, il y avait un autel avec une épée plantée dans le sol et un gars assis à côté, buvant du saké dans une tenue négligée. Il a d'abord demandé aux 2 garçons s'ils étaient les 2 nouveaux que Yukihime avait récemment amenés ici sur l'île. Puis il se présente comme le numéro 2 des UQ Holders, Jinbei Shishido, le leader autoproclamé des UQ Holders. Les garçons sont d'abord surpris. Être numéro 2 signifie qu'il doit être un immortel très puissant. Mais Jinbei, aussi talentueux soit-il, continue de montrer divers signes qu'il n'est qu'un ivrogne minable qui ne se soucie que de l'alcool. Pendant un moment, il lève la tête et demande Tuta, lui disant que l'épée enfoncée dans l'autel est à lui s'il parvient à la soulever de là. C'est censé être une épée magique puissante forgée par un grand mage dans le passé. Elle a vu des batailles réelles il y a longtemps et est encombrante à utiliser, donc elle est restée dans cette citadelle souterraine à attendre, cherchant un nouveau propriétaire. Il explique en outre que puisque Kurumaru utilise déjà une épée tandis que Tuta est pratiquement à main nue, il vaut mieux qu'il obtienne une nouvelle arme. Et ensuite, ils peuvent tous les 2 s'entraîner aux techniques de l'épée là-bas sous terre, où tout dommage éventuel ne perturbe pas la vie des autres ni les bâtiments du Fairyland Hall. Tuta entre avec confiance et essaie de prendre l'épée, mais en vain. Aucune force qu'il met pour le retirer ne fonctionne. Il tourne la tête et demande plus d'informations à Jinbei. Il ne fournit que plus de contexte sur l'histoire de l'épée, que beaucoup de gens ont essayé de la prendre pour eux-mêmes pendant des décennies, mais personne n'a réussi à le faire. Les voix dans sa tête reviennent et lui disent de tourner le cadran sur la poignée de l'épée. Il le fait sans poser de questions. C'était vraiment aussi simple de prendre l'épée de l'autel. Jinbei n'en croit pas ses yeux. Il demande à Tuta s'il a utilisé des astuces. Il répond simplement que c'est l'épée elle-même qui lui a dit, mais il ne peut pas comprendre exactement ce que la voix dit. Jinbei soupire et parle à l'épée, l'appelant Kurobo, lui disant de ne pas révéler le secret si facilement. La conscience dans l'épée rétorque, disant que c'est plutôt ennuyeux et sans événements sous terre. Elle attend là depuis plus d'une décennie sans rien à faire entre-temps. L'épée s'amuse, plaisantant que l'épée a choisi son maître comme dans les fantasmes et que Jinbei peut tout apprendre à Tuta à ce sujet.
Jinbei reste trop décontracté à propos de tout cela et rend l'épée à Tuta, jouant un peu de malice. Il attrape effectivement l'épée, mais est surpris quand elle pèse énormément et le tire vers le bas, brisant même le sol. Eh bien, Tuta perd un bras dans l'effort, littéralement, mais sa nature immortelle lui permet de se rétablir rapidement. Jinbei reprend l'épée et informe Tuta de sa véritable nature en tant qu'épée magique qui exploite le pouvoir de la gravité pour amplifier ses coups. Elle peut changer de poids en tournant un cadran selon la volonté du porteur. Cela lui permet de faire des dégâts massifs avec le plus simple des mouvements, mais Tuta aura besoin de beaucoup d'entraînement et de gestion de la force pour simplement l'utiliser, à moins qu'il ne la maîtrise. Il propose l'idée d'utiliser cette zone souterraine pour s'entraîner afin de ne pas semer le chaos en surface. Les jours passent avec les garçons qui donnent tout pour s'entraîner. Ils zen Shinobu le matin, utilisant également ce travail physique comme méthode d'entraînement à l'endurance et d'exercice d'échauffement. Le reste de la journée, ils passent à s'entraîner avec leurs épées sous terre, à la fois en balançant et en s'affrontant. Au début, ils étaient inexpérimentés, mais ont progressé de manière phénoménale. Jinbei et Yukihime voient lentement leurs doutes s'apaiser, et ils croient que les garçons pourraient bien réussir le test cette fois-ci. Tuta a utilisé l'épée dans un cadre intense, et lors d'une de leurs séances d'entraînement, elle lui échappe des mains et se fracasse contre les murs de la caverne, les brisant. 7 jours passent en un éclair, et Tuta et Kurumaru sortent de leur terrain d'entraînement avec un air de confiance sur le visage. Ils se sentent prêts et réussiront le test pour entrer dans les rangs numérotés de UQ Holder par tous les moyens cette fois-ci, avec leur force désormais aiguisée. C'était aussi le dernier jour de leur délai, et ils n'avaient que quelques heures avant la fin du test. Jangoro aime le regard de confiance sur le visage de Kurumaru et décide de respecter son esprit en ne retenant pas ses coups cette fois-ci. Le duel commence avec Kurumaru prenant l'initiative. À un autre endroit, Kirin et Tuta sont sur le point de commencer leur propre duel. Après une brève conversation, il attaque avec son épée réglée à 1000 fois le poids. Kirin sent que quelque chose ne va pas et décide d'être prudente, bloquant le coup de toutes ses forces. Son arme et son corps absorbent le choc et le transfèrent au sol, le faisant s'effondrer sous ses pieds. Elle est quelque peu impressionnée, du moins, par le choix de l'arme de Tuta, ainsi que par son contrôle en utilisant l'épée alimentée par la gravité. Kurumaru a du mal de son côté. Comme auparavant, Jangoro a le contrôle total de la situation et ne prend jamais de coups. Il est frustré et cette petite distraction l'envoie voler en arrière. Jangoro explique à Kurumaru pourquoi il n'arrive pas à le toucher, même s'il a amélioré sa vitesse et sa force. La technique de Kurumaru est trop rigide et ses mouvements trop prévisibles. Il s'efforce d'être une personne juste et honnête et ne sort donc jamais des limites du manuel. Dans les moments où il tente d'utiliser des astuces sournoises, il est complètement exposé. Mais cela relève de sa personnalité et non du bretteur. Il se fait taillader et couper de partout par Jangoro, sans aucune possibilité d'agir. Au milieu de ce duel paralysant, il décide de changer de méthode et imagine son ami Tuta à sa place. Tuta a un instinct et un sens du combat remarquable et n'est jamais transparent, contrairement à lui. C'est la seule chance que Kurumaru a de gagner. Il parvient à se libérer et charge Jangoro, se laissant complètement exposé, mais intentionnellement cette fois. Jangoro, bien sûr, saisit l'opportunité et coupe le bras gauche de Kurumaru. C'est douloureux. La douleur pourrait bien prendre le dessus sur ses sens s'il perd sa concentration. Mais en serrant les dents et en se concentrant, Kurumaru utilise son spatial Juto de sa main gauche et tient l'épée portail là. Prenant Jangoro complètement par surprise, l'épée perce son abdomen, mettant fin au duel ainsi qu'à sa vie. Même sectionné, Kurumaru exerçait toujours un contrôle sur le bras gauche avec son énergie Chi. Un panneau s'affiche au-dessus du corps sans vie de Jangoro, attendant une invite. Il lui restait 255 vies, mais après un long moment, ce nombre a diminué d'une unité. Jangoro se relève après avoir utilisé ses pouvoirs immortels uniques pour régénérer sa vie et complimente Kurumaru pour avoir été celui qui a gagné. C'était un exploit assez impressionnant et il a réussi l'examen. Mais le duel de Tuta continue. Karen ne ressent aucune pression et arbore son expression habituelle en déviant chacun de ses coups puissants. Shinobuyuki continue de faire ses tâches à l'extérieur l'après-midi, mais encourage Tuta de loin. Un grand monstre apparaît derrière une Shinobu sans méfiance, l'éclipsant presque dans son ombre. Sa salive ou bave est fortement corrosive et une goutte tombe sur la tenue de Shinobu, brûlant un grand trou à l'épaule. Mais au moins, cela n'a pas atteint sa peau. Le duel entre les deux immortels que Yukihime considère comme les plus forts par nature fait rage et atteint son apogée. Tuta décide de réduire le poids de l'épée, la rendant presque aussi légère qu'une plume à 1/10 du poids. Cela la rend très facile à manier extrêmement rapidement et il effectue une frappe horizontale au niveau de l'épaule de Karine. C'est extrêmement rapide et fatal et elle plie sa taille en arrière pour éviter le coup. Mais c'est exactement ce que Tuta voulait car elle n'avait plus d'appui fort et stable. Il l'a fait tomber en frappant son pied, la faisant tomber sur le dos.
C'est l'occasion parfaite car elle est prise par surprise et tombe de manière inattendue, ce qui entrave considérablement son temps de réaction à toute attaque que Tuta pourrait faire. Il vise son cou avec une attaque verticale, mais s'arrête juste avant que l'épée ne tranche Karin. Un cri aigu se fit entendre au loin et Tuta l'identifia comme appartenant à Shinobu. C'est une affaire plus importante puisqu'elle a crié comme si sa vie était menacée. Tuta court dans la direction de la source pour trouver Shinobu acculé contre un mur, toutes ses voies de fuite coupées par un groupe entier de grands monstres. Chaque souffle et salive qui touche les choses les corrode. Ses vêtements sont gravement touchés et la brûlure commence à presque atteindre sa peau, ce qui la fait paniquer. Tuta est presque sur le point de sauter avec son épée à pleine puissance pour anéantir tous les monstres d'un seul coup. Karin arrive à temps pour l'arrêter car lui aussi se précipitait sans réfléchir. Un coup comme ça pourrait finir par tuer Shinobu aussi. Karin décide qu'elle va attirer les monstres pendant que Tuta pourra alors intervenir pour sortir Shinobu de ce coin et la mettre en sécurité. Ensuite, ils pourront s'occuper des monstres. Elle fait exactement cela, attirant l'attention des monstres, et s'enfuit. Malheureusement, un des monstres s'est séparé du groupe et a poursuivi Shinobu, la proie facile. Tuta intervient et tue la bête, la sauvant à temps, puis l'emmène sur un toit voisin où elle serait en sécurité. Kurumaru et Janguro arrivent, répondant au bruit, et demandent ce qui se passe là-bas. Laissant Shinobu à leurs soins, Tuta se précipite vers l'endroit où se trouve Karen avec les monstres et saute avec son épée à 50 000 fois le réglage, bombardant pratiquement l'endroit, laissant un cratère derrière lui et anéantissant les monstres. Lorsque la poussière s'est dissipée, Tuta ne pouvait pas voir Karin. Elle émerge d'un tas de décombres peu de temps après, ses vêtements en lambeaux. C'est en effet une réaction excessive de la part de Tuta, démolissant toute la région alors qu'il aurait pu simplement tuer les monstres avec un réglage beaucoup plus bas sur l'épée magique. Yukihime est arrivée à un moment donné et elle a tout vu. Amusée par les dégâts collatéraux, elle félicite Tuta et Karen pour avoir pris le contrôle de la situation. Elle répond à sa question, l'informant que les monstres étaient probablement ceux contenus dans les installations souterraines utilisées pour les examens habituels. Ils ont dû s'échapper en masse, probablement par un trou découvert il y a quelques jours lorsqu'un mur de l'installation a été brisé. En changeant de sujet, Yukihime aborde quelque chose de plus important ici, les résultats du test. Le soleil se couchait et la date limite était déjà dépassée depuis un moment. Karen, Tuta, Kurumaru, Janguro et Shinobu sont tous présents autour de Yukihime. Cette remarque de sa part rend Tuta assez embarrassé, en effet, alors qu'ils attendent tous avec impatience les résultats.